13h, 14h, Europe 1 Info. La suite sur Europe 1 à 13h32 avec vous, Kelly Mathias, Sébastien Ligné. Nous a rejoint aussi en studio Xenia Fedorova, journaliste et chroniqueuse sur CNews. Bonjour. Bonjour, ça y est, avec mon micro ouvert, ça ira mieux. Bonjour, soyez la bienvenue, Xenia Fedorova. J'en parlais justement à l'instant. Moscou accuse la France d'alimenter la guerre. On va commencer avec cela parce que hier, on en a parlé. Les Français, les Ukrainiens ont signé une déclaration d'intention sur l'achat d'avions de combat Rafale, une énorme commande, une centaine d'avions. Alors, ils ne seront pas livrés avant une dizaine d'années à peu près. Mais la Russie mécontente, évidemment, s'en prend à la France par ce geste. C'était déjà fait. Enfin, l'Ukraine avait déjà signé aussi un contrat avec les Gripen suédois. Là, c'est un pas de plus. Comment vous interprétez-vous ce symbole ? Vous savez, ils ont signé aussi une lettre d'intention. Je pense que ce n'est pas encore un contrat. Évidemment que le nombre d'avions, c'est impressionnant. Après, il y a plusieurs questions qui se posent. Qui va payer déjà pour ces commandes? Parce que l'Ukraine n'a pas d'argent pour payer. L'Ukraine demande d'argent à l'Union européenne pour en fait poursuivre la guerre, mais aussi pour tenir leur économie. Donc la question, est-ce que ça sera l'Union européenne? Probablement oui. Tout ce qui s'ajoute... On alimente la guerre, la France alimente la guerre par ce biais, parce qu'on le sait, ils ne seront pas livrés avant 10 ans. Est-ce qu'on ne prépare pas plutôt une paix prochaine? Je pense, on peut dire, si tu veux la paix, tu prépares pour la guerre, mais là, on voit que les avions chasse, c'est plutôt un armement qui est offensif, pas vraiment défensif. Donc pour moi, peut-être ils préparent plutôt la guerre que la paix. La réponse de Dmitry Peskov, je pense qu'un journaliste l'a demandé, est-ce que la Russie passe? C'est pas comme la Russie accuse, mais je pense que la Russie constate que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un visible signe de volonté de la paix qui vient de côté d'Emmanuel Macron. C'est comme ça, c'est vu et c'est perçu par les Russes et par la Russie. Après, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un énorme scandale de corruption qui fragilise Volodymyr Zelensky. Qui révèle la situation hyper compliqué à l'intérieur de les pays. Et en fait, la question qui n'était pas encore posée, mais ça commence à se poser, c'est où vont l'argent? L'argent? En fait, il n'y a pas eu une seule audit depuis le début de la guerre. Et je pense qu'avec l'arrivée de Donald Trump et son administration, ce qu'on voit, en fait, c'est tentative de de vérifier. Parce que le comité d'anticorruption, qui est indépendant en Ukraine, qui révèle cette corruption aujourd'hui, ils sont aussi dans un très proche contact avec les États-Unis, avec les FBI. Donc il y a même un représentant des FBI sur place en Ukraine. Et je pense que c'est un signe que l'administration de Trump commence aussi à mettre la pression sur Zelensky, parce que c'est difficile à croire. Même si aujourd'hui, il n'y a pas une preuve que Zelensky était en courant ou participait dans ces schèmes de corruption, c'est difficile à croire qu'il ne savait pas. Et en fait, tout ça, je pense qu'on annonce des potentiels achats par l'Ukraine des avions français. C'est une façon de communication, mais ça fragilise, à mon avis, aussi Emmanuel Macron, parce que n'est pas poser les questions sur ces problématiques de corruption, c'est quand même extraordinaire. Alors, je vous propose d'écouter Catherine Vautrin, la ministre des Armées et des anciens combattants en France. Elle estime que ce partenariat va aider maintenant l'Ukraine, mais aussi l'après-guerre ukrainien. Elle était sur France Inter ce matin. Ce qui s'est passé hier avec la venue du président Zelensky à Paris, c'est incontestablement la volonté du président de la République, du président Zelensky, non seulement de répondre aux besoins d'aujourd'hui, mais de prévoir le demain. Parce que l'objectif, c'est très concrètement d'arriver à un cessez-le-feu, à un accord de paix, évidemment, et derrière, d'équiper l'Ukraine et de régénérer son armée. Sébastien Ligné, vous, votre réaction à cette signature d'une déclaration d'intention, Xenia Fedorova l'a rappelé. Ce n'est pas un achat sonnant et trébuchant, en tout cas. Écoutez, pour l'instant. Moi, je trouve qu'on est évidemment dans de la communication politique
Et là où ça m'inquiète, c'est que ça a surtout des conséquences au niveau national. Et c'est ça qui me perturbe. C'est-à-dire que on a tous compris que la guerre en Ukraine et une potentielle paix ne se jouera pas à Paris et ne se jouera pas avec Emmanuel Macron, mais se jouera entre Donald Trump et Vladimir Poutine et peut-être Volodymyr Zelensky, encore que peut-être que Donald Trump peut décider seul de l'arrêt du conflit. Donc en réalité, Emmanuel Macron, on comprend bien la communication politique. Il essaye de faire peser et de faire planer la menace d'un potentiel conflit armé avec la Russie en Ukraine. Et honnêtement, j'ai peur de cette petite musique qui monte à l'approche de l'élection en 2027, qui consiste à nous dire finalement, en 2027, l'élection ne se jouera pas sur les questions d'insécurité, de pouvoir d'achat, enfin les priorités des Français, mais qu'il y aura un élément beaucoup plus majeur, beaucoup plus important qui se jouera, et que finalement, ils vont se servir un petit peu de ce conflit en Ukraine pour peser sur la prochaine élection française. C'est exactement, hélas, ce qui s'était passé en 2022, puisque je rappelle que quand même, on nous a quand même un petit peu volé le débat démocratique de 2022 avec le conflit ukrainien. Et je m'inquiète de l'escalade verbale d'Emmanuel Macron, des chefs d'état-major des armées, de certains ministres macronistes, qui font monter cette petite musique d'un potentiel conflit. Ils jouent sur les peurs des Français. Ils tentent de manifester un espèce d'effet drapeau à l'approche des élections. Je trouve ça extrêmement cynique et très dangereux. Et ça donne aussi un genre de mauvais signal à la Russie, parce que la Russie qui cherche un pays durable et qui cherche en fait les garanties de sécurité, avoir Emmanuel Macron, la France, un pays le plus puissant en Europe et avec une armée, annoncer le vendre des avions chasse, annoncer de potentiellement envoyer les soldats français sur le sol ukrainien, tout ça donne en fait un signal assez clair à la Russie. Il n'aura pas la paix, il faut se préparer pour une autre guerre. Et on en parlait sur votre plateau, les annonces des chefs d'état-major, la Russie, qu'il faut se préparer à un choc d'ici 3 ou 4 ans. Exactement. On attend toujours 2-3 ans de la part des Zelensky, qui est prêt de continuer la guerre pour 2 ans, de la part de l'OTAN, de la part des chefs d'état-major français. Donc on attend ces périodes, il y a quelque chose qui est très intéressant. Et il y a les élections, comme vous avez dit. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder à quoi il s'agit et malheureusement, les côtés russes, ils voient ça pas comme une volonté de paix, mais comme une volonté de poursuivre la guerre et renforcer l'armée ukrainienne. Parallèlement, et d'ailleurs je profite de votre présence parce que c'est assez intriguant, on apprend que les sanctions européennes contre la Russie ne ciblent pas tous les flux énergétiques. Il y en a, et là c'est bien appliqué. Mais samedi, et c'est l'ONG Greenpeace France qui alerte, qui a photographié un chargement d'au moins une dizaine de containers d'uranium de retraitement à bord du cargo, alors je ne sais pas si je prononce bien, Mikhail Dudin, à destination de la Russie, donc un transfert qui n'a jamais, et c'est Greenpeace qui le dit, qui n'a jamais été observé depuis plus de 3 ans, qui selon l'ONG est totalement immoral. Ça veut dire quoi? Que malgré notre volonté, malgré certaines sanctions, on n'arrive pas à se passer de la Russie, notamment sur l'uranium de retraitement? Mais apparemment, c'est ça. En fait, moi, je n'ai pas regardé cette histoire des prêts. Je vais regarder absolument pour plus de détails, mais ça ne m'étonne pas. Il y a des domaines où la France ne peut pas remplacer, en fait. Mais c'est très contradictoire avec nos déclarations d'intention avec l'Ukraine, et puis d'un autre côté, des livraisons, enfin des échanges qui se font sur l'uranium de retraitement avec les Russes. Un peu de 2 poids, 2 mesures de la part de l'Union européenne aussi, mais la France en particulier. Je pense que la France était un des premiers pays qui a encore acheté les gaz liquéfiés de la Russie. Donc, en fait, il y a beaucoup de grandes déclarations, mais derrière ça, c'est pas toujours les faits. Et je pense que, pour être très honnête avec vous, je pense que ça sera très compliqué pour l'Europe de continuer à développer leur économie sans les ressources énergétiques russes et sans la Russie, parce que la Russie est un grand partenaire de la France et de l'Europe. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de remplacer la Russie, mais c'est toujours 2-3 fois plus cher.